Bonjour tout le monde. Mon nom est Nancy Burroughs du Québec, de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et c'est moi qui va animer cette conférence sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire ou l'éducation à la citoyenneté mondiale et la solidarité internationale. Alors, avant de commencer cette conférence, j'aimerais vous donner quelques consignes techniques. Alors, d'abord, si c'est possible de vous renommer, ça va nous aider à savoir qui est dans la rencontre avec nous et quelle est votre provenance. Alors, pour les personnes qui ne savent pas comment faire, donc on clique sur notre image ou notre nom et d'habitude, on voit trois petits points en haut à droite. Ou vous pouvez aussi cliquer avec la souris droite et ensuite, c'est marqué renommer ou si vous avez la plateforme en anglais, c'est marqué rename. Et on vous invite à mettre votre nom, mais aussi d'inclure le pays euh, ou, euh, ou la nation, dans le cas du Québec, pour d'où vous venez. Donc, pour nous aider un peu à vous situer euh, géographiquement parce que il y a eu dans les inscriptions pour la rencontre d'aujourd'hui, il y a eu des gens de 21 pays qui se sont inscrits. Donc, ça serait intéressant de pouvoir savoir d'où vous venez et vous pouvez bien sûr marquer après le nom de votre organisation si vous le voulez aussi. Étant donné que nous allons être plusieurs à la rencontre, on est déjà presque 75 personnes, on vous demanderait de fermer vos caméras. Évidemment, de garder vos micros fermés pour la durée de la rencontre, sauf si je vous nomme pour vous donner la parole s'il y a lieu, parce qu'avec le nombre de personnes, c'est sûr que la bande passante, c'est plus compliqué d'avoir 75 caméras allumées, mais ça nous fera plaisir de vous voir au moment de parler. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est les consignes techniques, je crois. Il me fait plaisir donc de vous animer durant cette activité. Et j'aimerais passer la parole au co-animateur de la rencontre, Jean-Marc Delaunay du CRID Festisol en France. Alors, Jean-Marc. Bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Vraiment très heureux de voir voilà, le nombre de participantes et participants à cette conférence qu'on a organisée voilà, un petit peu rapidement avec donc, plusieurs organismes du Québec, mais aussi des partenaires donc, du Festival des Solidarités au niveau international, du Comité international du Festival des Solidarités, et aussi donc les partenaires de Belgique. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir un échange de pratiques et de réflexions sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation à la citoyenneté solidarité internationale de différents pays francophones. Et puis on en parlera voilà, plutôt en fin de conférence sur les suites qu'on pourrait imaginer à cette nouvelle dynamique. Voilà. Merci, Jean-Marc. Peut-être juste rappeler à tout le monde les objectifs de la rencontre, de la conférence aujourd'hui, c'est d'échanger sur les différences et les similitudes dans nos pratiques d'éducation à la citoyenneté mondiale, d'éducation à la solidarité mondiale dans différents pays à travers le monde, et aussi de partager nos visions sur les approches décoloniales ou postcoloniales. On aimerait aussi lancer l'idée, ou en tout cas susciter l'intérêt pour un réseau francophone international en éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité internationale, dont on glissera un mot à la fin de la rencontre. Donc, peut-être juste dire, moi, j'ai la tâche ingrate de gérer le temps. 2 heures, c'est pas beaucoup. Et on a, je ne sais pas s'il y aura les 21 pays qui seraient présents, mais on a quand même des personnes de plusieurs pays à travers le monde. Donc, nous allons faire la rencontre en 2 temps. Le premier temps, nous avons demandé à 7 personnes intervenantes de différents pays et différents réseaux de nous partager pendant 5 minutes chacun et chacune temps alloué
trop bref, nous savons déjà d'avance. Ça va tout être un défi. Donc, de nous échanger, de nous partager à la fois un survol de c'est quoi les pratiques d'ECM ou de ECSI dans leur pays, leur région ou leur réseau, et aussi des faits saillants de leur vision d'approche décoloniale ou postcoloniale. On sait que chacune de ces 7 personnes-là pourrait nous parler de juste 2 heures de leurs approches décoloniales ou postcoloniales ou 2 heures sur leur pratique en ECM, ECSI. Mais on essaye de voir qu'est-ce que ça donne comme tour de table rapide. Donc, je commence la partie intervention et nous commençons avec Alpha Idi Baldé qui est du Festisol en Guinée. Alors, Alpha Idi, la parole est à toi. Merci, Nancy. Je ne sais pas si Théophile Yonga qui peut partager, j'ai des soucis de connexion avec l'ordinateur, il peut partager ma petite présentation. S'il m'entend, Théo? Oui, je t'entends. Est-ce que Nancy, tu peux m'ouvrir le partage pour que je puisse mettre affiché? C'est fait. Oui, parfait. Donc, on va faire ça. Donc, il y a Théophile Yonga aussi qui va partager la présentation. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir, comme l'a dit mes prédécesseurs, Jean-Marc notamment, de participer à ce temps d'échange sur l'éducation à la citoyenneté. Je partage cette présentation avec Nathalie du Festisol Gabon. Globalement, c'est en 2 temps. Nous allons, dans un premier temps, parler un peu de l'historique de l'éducation à la citoyenneté, un peu comment on est passé de l'éducation à la citoyenneté de façon plus ou moins traditionnelle au Festival de solidarité, tout en faisant un petit crochet, voir quelles seraient les perspectives plus ou moins intéressantes pour l'éducation à la citoyenneté en Afrique. Alpha, votre micro. Pardon, c'est bon? Oui, il faut reprendre le 30 secondes environ. 30 secondes. Donc, je disais que je partage avec Nathalie, on va faire une petite première partie sur l'historique un peu de l'éducation à la citoyenneté, comment on est passé de l'exil plus ou moins traditionnel au Festival de solidarité. Et après, il y aura une deuxième partie pour parler un peu des pratiques en tant que telles de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en Afrique. Je vais parler au niveau de la première partie et Nathalie va intervenir au niveau de la deuxième partie. Donc, parlant un peu de l'histoire ou de l'historique de l'éducation à la citoyenneté en Afrique, de façon traditionnelle, l'éducation à la citoyenneté en Afrique, elle est d'abord populaire. Elle est populaire dans la mesure où les plus anciens, les aînés, ont l'obligation de transmettre l'éducation à la citoyenneté aux plus jeunes. Chacun considérait tout enfant qu'il rencontre dans le village comme étant son propre enfant et il a le devoir de l'éduquer convenablement. Et l'enfant a l'obligation aussi, le devoir carrément, d'accepter cette éducation. Aucun enfant ne pouvait se plaindre d'avoir été corrigé, corrigé par plus âgé que lui. Mais aussi, il y a d'autres occasions plus formelles, comme des cérémonies d'initiation, la forêt sacrée dans certaines communautés, lors de la circoncision ou l'excision dans d'autres communautés, à l'occasion même des mariages, il y a cette possibilité d'éduquer cette personne qui passe d'une vie à une autre. Il y a d'autres cérémonies pendant des cérémonies à l'occasion des interdits. L'éducation environnementale, notamment, se fait beaucoup jusqu'à présent avec ces interdits, en disant il y a tel animal qu'il est défendu de tuer, il y a tel type d'arbre qu'il est défendu de couper, il y a tel type de fleuve qu'un étranger ou un enfant ne doit pas visiter, il y a tel type d'endroit qu'on ne visite pas la nuit, et ainsi de suite. Théo? Voilà, donc, parlant un peu, Théo, le diapo, s'il te plaît.
Merci. Donc, les interactions entre, maintenant, comment on est passé de cette éducation plus ou moins populaire à l'éducation à la citoyenneté telle que nous la faisons aujourd'hui dans le Festival de solidarité. C'est d'abord, comme vous le savez, c'est parti des interactions, de la rencontre entre les sociétés civiles européennes d'abord, françaises, anglaises, mais aussi de l'Amérique du Nord, du Canada et autres, avec les sociétés civiles africaines. Votre micro encore s'est fermé. Il faut juste le réouvrir. Wow. C'est bon. Donc, je disais que on est passé de cette éducation à la citoyenneté plus populaire, plus informelle, au Festival de solidarité. D'abord à la Semaine de la solidarité internationale, finalement au Festival de solidarité. C'est parti de l'interaction entre les sociétés civiles du Nord et les sociétés civiles du Sud, à l'occasion d'autres projets, des projets parfois plus durs, des projets de formation, des projets de construction d'écoles, des projets de forage, et ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte qu'avec ces projets, il est extrêmement important d'avoir un volet important d'éducation à la citoyenneté, de sensibilisation. C'est ainsi qu'on est parti, pour ce qui est de l'Afrique, en 2 vagues pratiquement. Il y a eu une première vague de 2015 à 2017 où c'était d'abord la SSI, des préfigurations de la Semaine de la solidarité internationale au Cameroun, en Guinée, au Burkina Faso, au Togo. Et il y a eu une deuxième vague, donc à l'occasion d'ailleurs de ce passage de la SSI au Festisol. Il y a une deuxième vague qui a commencé en 2018 et qui continue encore, c'est le Bénin, c'est le RCA et les autres pays que vous avez en image. Parlant juste pour vous dire que le temps est presque écoulé. Je sais que vous voulez aussi que Nathalie ait son temps collé au vôtre là, en termes de l'ordre. Ouais. Donc, je vais pratiquement terminer pour dire les perspectives, c'est de renforcer l'interaction entre les différents festisols, entre les différents acteurs de l'EXI dans les différents pays et d'avoir la possibilité, un cadre pour partager, de capitaliser et diffuser les pratiques, mais aussi une participation entière, pleine des acteurs de l'EXI d'Afrique subsaharienne au réseau en création. Je vais rapidement parler des contenus et terminer. Les contenus en Afrique, ce n'est pas forcément comme ça se fait en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. En Afrique, les contenus se basent beaucoup plus sur des réalités de terrain, quitte à faire un lien logique entre ces interactions. C'est plus facile de mobiliser les populations de l'Abbé, c'est en Moyenne-Guinée, donc en République de Guinée, autour d'un cours d'eau qui traverse la ville de l'Abbé, un cours d'eau historique qui est aujourd'hui asséché. Aujourd'hui, c'est plus facile de mobiliser ces populations sur ce cours d'eau qui s'appelle Mangalabé que de parler du réchauffement climatique de façon générale. Donc, c'est plus facile de les mobiliser, parler de ce cours d'eau qui est en train de sécher et d'aller vers le réchauffement climatique qui est d'ordre plus global. Je vais donc devoir m'arrêter là et plus tard, Nathalie va revenir sur les autres aspects des pratiques d'EXI en Afrique subsaharienne et je vous remercie. Merci. Est-ce que vous vouliez, on pourrait peut-être aller tout de suite donc à Nathalie, est-ce que c'était la même présentation PowerPoint ou… Bonjour tout le monde. Oui, Nancy, c'est la même présentation. Oui, parfait. Fait qu'on pourrait poursuivre. On va juste changer l'ordre un peu. Donc, on va poursuivre. Et ça serait Maxime après. Donc, Nathalie Efoua du Festisol au Gabon. Donc, pourrait poursuivre avec Je pense que Théo va avoir la même présentation PowerPoint. Théo? Là, on voit l'écran de quelqu'un qui, je ne sais pas, qui… Il y a quelqu'un qui a un partage. Quelqu'un a un partage et ça m'empêche de partager. Je ne sais pas comment, si on peut, si Louis-Patrick, on partage, je ne sais pas comment arrêter le partage d'écran. Catherine, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran de Louis-Patrick? Voilà. Et là, Théo, voilà, c'est fait. Merci. Théo, tu vas pouvoir remettre la présentation PowerPoint et Nathalie poursuivra donc des Festisols au Gabon. Merci Nancy. Bonjour à tout le monde. Je suis particulièrement honorée d'être au milieu de ces pays de la francophonie pour parler de l'EXI. C'est un sujet qui est très important pour nos organisations. Merci Alpha de m'avoir introduit. Donc, je vais continuer sur la présentation d'Alpha.
pour parler des outils et des supports qui sont utilisés de façon courante en Afrique dans le cadre de nos activités d'éducation citoyenne. Bien sûr, il y a la campagne de sensibilisation. C'est une forme extrêmement utilisée avec, comme dans tous les pays, des supports audiovisuels. Ça peut être des flyers, mais de plus en plus, on profite de l'attraction des réseaux sociaux sur les populations, ou dans certains de nos pays, on a Internet, même dans l'arrière-pays, pour diffuser également des capsules vidéo ou autres, des images de sensibilisation. Et puis, bien sûr, notamment dans les groupes de femmes, on continue beaucoup avec les groupes de parole traditionnels, la causerie. Au niveau des jeunes, ils sont moins intéressés par le discours sous forme traditionnelle, mais plutôt par l'utilisation de l'art dans l'éducation citoyenne, donc avec le théâtre, les contes, qui sont bien sûr une tradition africaine, les chants et la danse. En Afrique, la danse a un rôle très important dans notre culture, donc c'est une façon importante de mobiliser, d'attirer les gens pour qu'ils se déplacent et viennent écouter ensuite le message. Là encore, cette année, on a vu dans différents pays l'organisation de concerts de musique. Et autour de ces concerts, avec des rappeurs, avec des slameurs, on profite pour faire passer nos messages d'éducation citoyenne. Évidemment, la radio reste quand même très, très présente en Afrique, surtout en zone rurale. Ils sont plus connectés à la radio qu'à la télévision, qui couvre principalement les zones urbaines. Mais bien sûr, les débats par télévision, les débats télévisés restent aussi un moyen important de poursuivre ces activités, de les vulgariser, l'éducation citoyenne. Évidemment, les conférences, les débats, les tables rondes, ça reste des formes traditionnelles, mais qui passent très bien en milieu étudiant, en milieu intellectuel, ou même ailleurs, même dans l'arrière-pays, sous forme d'ateliers très interactifs. Ça se fait également. Des films, projection de films avec bien sûr à la fin du film une discussion sur les thématiques que l'on veut mettre en avant, et des activités plus originales que moi j'ai découvert notamment à travers les festivals organisés dans certains pays, comme des randonnées, des marches, par exemple pour promouvoir certaines pratiques environnementales. On va aller plus dans la nature, faire des visites guidées, etc. et des centres sur site et l'événementiel. Donc voilà les formes, les outils, les supports de plus en plus utilisés. Tout cela s'organise en tenant compte également des habitudes locales, nos us, nos coutumes. Quand vous voulez mobiliser du monde en Afrique, c'est important aussi d'avoir parmi vos invités des personnes connues, des personnes ressources, des personnes de notoriété qui ont un bel aura dans la ville. On va par exemple inviter quand on est dans une localité, le député de la localité ou des personnalités municipales, hein, on dit, de local. Et ça permet aussi de mobiliser des mentors, etc. Il faut tenir compte dans nos activités également des saisons. Si vous devez vous déplacer là aujourd'hui sur Libreville, il y a un gros orage. Si vous voulez organiser une activité en extérieur, il faut toujours prévoir un plan B avec une tente ou une salle de repli en cas de… si vous voulez aller sur l'intérieur du pays, certaines parties, il sera important, des kilomètres importants à parcourir dans la piste, sur les pistes. Et donc, il faut tenir compte des saisons, des habitudes des gens. Il y a des périodes où dans les villages, vous ne trouverez pas les gens parce qu'ils seront dans les plantations. Il faut savoir à quelle heure intervenir en fonction de la cible que vous visez et de l'endroit de localisation de cette cible. C'est ça, s'adapter au type de public cible. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des mamans plutôt? Est-ce que c'est des élus locaux? Donc, en fonction, on adapte aussi en fonction du public que nous ciblons. Et Alpha l'a un peu abordé tout à l'heure, nos actions d'éducation citoyenne intègrent de plus en plus les problématiques locales, mais aussi des solutions pratiques, par l'action, par le faire. Par exemple, si vous voulez mettre en valeur dans certains groupes des valeurs d'autonomie, de prise d'initiative, vous allez créer un cadre dans lequel il y aura une activité conjointe à mener. Par exemple, chez les jeunes, on va créer ensemble des poésies sur un thème bien donné qu'on veut mettre en avant, ou créer ou faire un concours de musique, de chant, de slam,
etc. Donc, souvent par le fait aussi, voilà, on met les gens dans les sujets et on met en avant les principes ou les valeurs qu'on veut citoyennes, sur lesquelles on veut sensibiliser. Là, on vous prend l'exemple de campagne de consultation. Oui, Nancy? Je vais vous inviter de conclure si c'est possible. D'accord. Je suis presque à la fin. Vous allez faire une campagne de consultation en soins médicaux à l'intérieur du pays pour éduquer sur la santé, par exemple. Et pour finir, je pense que je suis arrivée d'ailleurs à la fin. Donc, Alpha avait beaucoup développé. Je voulais revenir donc sur ces questions d'outils et supports et des modes d'organisation spécifiques à Alexis en Afrique. Mais bon, avec beaucoup de points communs, bien sûr, aussi dans les autres régions du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. J'ai vu, peut-être juste avant d'aller à la prochaine personne intervenante, je ne m'en rappelle pas si je l'ai bien expliqué au début, mais parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions dans le chat et tout ça, qui aimeraient questions-réponses. Comme l'idée de cette rencontre, c'est vraiment de faire le tour d'horizon le plus large possible. Il n'y aurait pas nécessairement de période de questions et réponses. On va continuer le portrait donc avec les personnes intervenantes. Puis après, juste que vous vous attendez que c'est plus, cette rencontre ici, c'est un peu une rencontre hybride entre une conférence, un webinaire, un peu participatif, mais pas 100% participatif pour tout le monde et tout. C'est un peu la formule qu'on vous propose. Fait que peut-être juste clarifier les attentes à ce sujet-là. Donc, merci. Donc, on va passer à Maxime Ronvaux de la Belgique, de CNCD 1111 pour la prochaine intervention. Excuse. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation. Et alors, je vais essayer en deux petites minutes, tracer les grandes lignes de comment fonctionne le CMS en Belgique et pour pouvoir avoir un petit peu de 2 minutes 30, 3 minutes sur la question de nos prémices de travail sur l'approche coloniale. Et j'en profite pour dire que je suis très content de voir qu'en fait, c'est la thématique principale de cette conférence, de réfléchir sur nos pratiques, mais sur nos pratiques en termes d'approche décoloniale. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, donc, je travaille pour le Centre national de coopération au développement, CNCD 1111, qui est en co-association avec la Fédération des organisations de la société civile de coopération au développement en Belgique. Pour commencer, en fait, je dirais qu'une des forces en Belgique sans doute du secteur de la coopération au développement et notamment sur le pédagogique et le CMS, c'est qu'on est nombreux. Déjà, il y a une multitude d'associations. Notre coupole du CNCD 1111 regroupe entre 80 et 90 ONG, syndicats, SBL, dont une grande partie sont actives en ECMS. Et en fait, la première force du coup de cela, c'est qu'il y a de nombreuses synergies et de liens qui se font entre différentes associations qui ont leur spécificité, que ce soit au niveau des publics primaires, publics secondaires, des associations qui sont plus axées sur les chantiers avec des jeunes. Et en même temps, il y a d'autres associations qui ont des spécificités plus au niveau des thématiques, que ce soit le commerce équitable avec Oxfam, par exemple, pour un exemple un peu connu. Et en fait, ces synergies-là, elles se traduisent notamment au niveau d'un nombre important de plateformes qui sont mises en place, de groupes de travail, à la fois des groupes de travail qui sont plus sur des réflexions de fond, que ce soit un plaidoyer pour un travail plus institutionnel pour intégrer de plus en plus le CMS dans les écoles et comment toucher un plus grand nombre de profs, etc. et d'élèves, ou alors justement un groupe de travail qui a cette réflexion ça s'appelle groupe de travail sur les publics non touchés. Donc, comment est-ce qu'on arrive à sortir des fois de ces bulles parfois dans lesquelles nous on trouve qu'on se trouve et on essaye d'accéder à plus de publics de différents milieux. Voilà, donc il y a ces plateformes qui ont un travail de fond, de plus de réflexion. Et puis, nous, par exemple, au CNCD 1111, on a ce qu'on appelle les LED, un super acronyme qui s'appelle, ça signifie lieu d'éducation au développement. Personnellement, j'aimerais bien changer ce nom-là, mais voilà, qui regroupe du coup une série d'associations, d'ONG, autour des 4 grandes thématiques que nous traitons, à savoir la justice climatique, la souveraineté alimentaire,
la justice migratoire et les inégalités mondiales de manière générale. Ce type de plateforme, en fait, a pour vocation à aboutir à en fait, rassembler toute une série d'outils pédagogiques qui sont créés parfois simplement par différentes associations et à chaque fois aussi a pour objectif de co-créer ensemble des outils pédagogiques. Et après, bien sûr, cela se retrouve dans ce qu'on appelle une mallette pédagogique et l'idée est d'offrir des formations aux enseignants, tout comme essayer de diffuser un maximum ces outils-là et pouvoir aller animer ces outils-là dans les écoles un maximum. Voilà pour un peu cette force que je trouve en Belgique de ce lien qu'il y a entre différentes associations. Et alors, une autre grande attention que je voulais souligner aussi, c'est ce lien qu'on fait vraiment toujours, un maximum en tout cas, entre cette sensibilisation via le CMS et on essaie toujours d'avoir cette attention sur la mise en action derrière, via des actions de mobilisation, via des projets, de façon assez concrète, quoi. Voilà, pour un petit peu le tour d'horizon Il vous reste environ 1 à 2 minutes. Ok. Alors, je passe justement à vous pour vous parler de nos prémices en termes d'approche décoloniale. C'est vraiment une réflexion qui émerge assez récemment, malheureusement, on peut sans doute le regretter. Et on a justement créé du coup une plateforme, un groupe de travail qui vise spécifiquement à intégrer une dimension décoloniale dans les outils pédagogiques, sur l'aspect vraiment pédagogique. On a en parallèle de ça ce qu'ils appellent une task force qui réfléchit à un positionnement plus politique du secteur de la coopération au développement sur la question coloniale, décoloniale. En Belgique, c'est vraiment aussi, voilà, il y a encore des tabous. Au niveau de l'enseignement, il y a encore énormément de lacunes. Un enseignant peut enseigner la colonisation en parlant de la Grande-Bretagne en Inde, par exemple, mais n'est pas du tout obligé de parler de l'histoire coloniale belge au Congo, ce qui, de notre côté, nous semblerait assez essentiel, en fait. Et donc, ce groupe de travail avait pour vocation au départ en fait, premièrement, assez humblement, de s'auto-former, d'en apprendre plus et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rajouter des dimensions plus décoloniales dans nos outils existants, faire attention peut-être aux stéréotypes qu'on pourrait reproduire dans ces outils-là. Et donc, on a rencontré des enseignants, voir un peu quelles étaient leurs approches. On a rencontré différents collectifs et associations militantes depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Et pour se donner des objectifs un peu plus concrets par la suite, on réfléchit à co-construire, un petit peu comme je vous parlais des LED, des outils pédagogiques en lien avec ces associations qui sont bien plus expertes sur ces questions-là et qui ont un regard bien plus fin sur les questions de discrimination raciale, de stéréotypes, mais aussi sur l'histoire coloniale belge. Comment est-ce qu'on peut amener l'histoire coloniale belge en fait, dans les écoles. Et donc, voilà, ça aboutit notamment, un exemple un peu de concret, c'est que ça aboutit à une journée de formation pour plus de 50 enseignants le 20 octobre dernier, à un musée à Bruxelles qui s'appelle le Musée de l'Afrique. Je me passe de commentaires, mais la matinée était dédiée à des visites décoloniales avec un collectif qui s'appelle le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et l'après-midi était destiné à la découverte de 7 ateliers présentant des outils pédagogiques pour ces profs-là. Et à savoir qu'en fait, voilà, en fait, on est aux prémices de cette réflexion-là. Ça, c'était la première chose qu'on organisait vraiment concrètement. Et on a eu une demande énorme. Et donc, on était assez content de voir que ce thème émerge vraiment. Et je suis assez curieux d'entendre qu'est-ce qui se met en place de vos côtés. Et j'imagine que voilà, il y a sans doute parmi vous des personnes qui sont déjà bien plus avancées. Et je suis curieux de voir comment se déroule ce processus. Voilà. Peut-être que j'ai réussi à tenir 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, oups, je me suis enlevé le micro. Je sais que ça va nous laisser sur notre appétit, ce tour d'horizon et ce survol, c'est certain. Je vais inviter Virginie Duval à prendre la parole. Elle n'a pas de caméra, fait qu'on va être pratiquement à l'écoute, donc on ne pourrait pas lui voir. Mais alors, Virginie? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse, j'ai réalisé un peu tard que je n'avais pas de webcam, mais vous avez réussi à me faire venir sur Zoom, ce qui est un exploit. Alors, je travaille pour le réseau Ritimo, qui est un réseau d'assauts de solidarité internationale.
Il me semble qu'on est plus de 50, un réseau français de France hexagonale. Et c'est un réseau qui a été créé dans les années 80 dans le sillage des forums sociaux mondiaux. C'est un réseau qui se déclarait comme altermondialiste et qui visait à permettre ce que l'information, enfin ce que les mouvements de solidarité internationale soient bien informés. Et quand on dit bien informés, c'est-à-dire qu'on puisse aller chercher l'information auprès des personnes concernées. Donc nous à l'époque, on disait informer, transformer. On parlait pas encore de point de vue situé à l'époque, on parlait pas d'approche décoloniale. Voilà, on parlait juste de l'importance de l'information pour les mouvements de solidarité internationale. Et on a développé, alors ce que nous on appelle en l'EXI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, que dans un second temps, parce qu'on a réfléchi, on s'est dit qu'il fallait pouvoir s'approprier l'information, la comprendre, la discuter, pour changer nos pratiques et notre posture de mouvement du Nord. En ce qui concerne notre approche spécifique d'EXI, alors on en a pas mal discuté ces derniers temps, et on a remarqué, ou on s'est dit en tous les cas, que l'EXI, ou les Français, les assos d'éduc pop françaises, elles fonctionnent beaucoup à partir du jeu. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément ludique, mais le jeu de rôle, le jeu de plateau, le jeu de positionnement. Malgré ces outils, ou avec ces outils, notre approche pédagogique, elle va se dérouler en trois phases. Vous me dites si je parle un peu trop vite. Excusez-moi. Ok. Alors la première phase, ça va être de permettre l'expression de chacune qui est une base de l'éducation populaire. La seconde, donc je dis très rapidement, ça va être de pouvoir en débattre, de créer du savoir commun. Et la troisième phase, la dernière, qui est essentielle et qui a été mentionnée par les intervenants précédents, c'est la recherche d'alternatives, de pouvoir changer ce monde capitaliste et nos rapports de domination. Alors pourquoi le jeu? Moi, il me semble que c'est peut-être parce qu'il permet de pas trop se mettre en danger. On va pas parler forcément de soi ou de son expérience, même si on reste toujours dans le débat, on partage ses idées et ses représentations. Et si je peux donner un exemple, par exemple, la marge des privilèges, qui est un outil qui a été inventé par les Nord-Américains, en France, il a été transformé par nos amis du CCFD Terre Solidaire en pas en avant. Et donc, on joue avec des personnages imaginaires. Et d'ailleurs, dans les débriefs qu'on fait après nos interventions, souvent les participantes pensent que c'est un jeu qui va être sur les représentations ou les stéréotypes, alors que les animateurs et les animatrices l'ont en tête comme un outil pour parler des inégalités dans l'accès aux droits. Voilà, donc c'est une approche assez particulière. Sur notre vision de l'approche décoloniale, donc comme je vous le disais, notre réseau il s'est constitué dans les années 80, quand la période de décolonisation telle qu'elle est enseignée à l'école était quasiment terminée, et donc ça n'a pas été facile pour notre mouvement de développer une approche décoloniale. Il nous est arrivé pour les plus jeunes de proposer d'en discuter ou d'en faire un thème de débat, et moi j'ai souvenir qu'on nous a répondu « mais la colonisation c'est fini en fait ». Alors, heureusement, donc du coup on a toujours eu cette conscience du point de vue situé et du besoin dans tous nos outils de varier les points de vue. En 2017, le réseau a créé un jeu de rôle sur le système de l'information, dans lequel on avait créé des personnages africains, des personnages asiatiques. On nous a quand même fait remarquer assez vite que les prénoms de nos personnages restaient très blancs. Et donc, on a dû développer d'autres outils pour compléter le jeu et montrer comment le système de l'information, sur le modèle de la société, est très blanc, très masculin et très hétéro. Donc, dans la norme, on va dire. Et comment ça impacte la manière dont on parle dans les médias des quartiers populaires, dont on parle des migrations, dont on parle du genre. La réflexion de notre réseau, elle a culminé en 2020 avec la publication d'un dossier pédagogique qu'on a intitulé « Ce que la pensée décoloniale peut apporter à l'EXI ». Alors ce dossier, il a été le résultat de semaines d'échanges au sein de notre commission qui s'appelle Démarche éducative de solidarité internationale, et on l'a publié à l'été 2020. Alors on avait décidé qu'il existe un an plus tôt, mais il a été publié à l'été 2020, et je pense que c'est pas
Une coïncidence s'il a été publié, enfin, c'est un hasard de calendrier, donc je vois qu'il y a des connexions, des soucis de connexion. Je ne sais pas si ça me concerne ou... Non, je pense que ça va, oui, ça marche. Ok, bon, donc je continue. Ouais, je pense il me semble que si ça a été... C'est un hasard de calendrier et en même temps, ça tombe très bien que cette réflexion sur l'approche décoloniale apparaisse en même temps que la pandémie, parce que la pandémie elle a quand même permis de montrer qu'on avait beau habiter dans le même pays, dans la même région, tout le monde n'était pas frappé pareil. Et ça monte, ça, voilà, donc je raccourcis. Depuis la publication de ce dossier, on a continué nous notre travail donc de qu'est-ce que cette approche décoloniale peut apporter à nos pratiques. Et notamment, on est allé s'intéresser à ce qui était fait dans d'autres pays. Voilà, on s'est dit, c'est bien de varier nos sources d'information, mais il faudrait aussi varier les pratiques pédagogiques. Et donc, on a vu que nos partenaires, par exemple en Haïti, utilisaient beaucoup le chant et le théâtre, ce que nous, on ne fait pas du tout. Moi, j'ai participé, par exemple, récemment à un jury qui récompense les projets étudiants innovants en EXI. Et j'ai souvenir que dans le jury, on était tout émerveillés par un projet donc, qui a été récompensé et qui visait à utiliser le slam comme outil d'EXI. Donc ça renvoie à ce que disaient nos camarades juste avant. On a aussi poursuivi... Oui, on a aussi poursuivi notre travail en l'appliquant aux questions d'éducation à l'environnement. Est-ce que du coup, il est possible d'avoir une éducation à l'environnement qui soit décoloniale, qui soit intersectionnelle? On a animé notre première formation sur le sujet, c'était passionnant. Et ça m'amène à nous dire qu'il y a 2 défis ou 2 enjeux auxquels on doit encore répondre pour en fait faire ce travail, réfléchir cette approche décoloniale. On s'est beaucoup appuyé sur le travail des camarades autochtones du Canada, donc avec l'exercice des couvertures, ou d'Australie, avec leurs 8 principes du cadre aborigène de Nouvelle-Galles du Sud. Et donc, on n'a pas utilisé de sources ou d'outils pédagogiques des territoires colonisés par la France. Voilà, alors que je suis certain que les Kanaks, les Guyanais, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, ça devrait être une prochaine étape. Et le dernier enjeu, c'est faire du numérique un enjeu de solidarité internationale et qui me semble incontournable si on veut continuer à décoloniser nos pratiques. Alors non pas pour dire décoloniser le numérique, hein, mais pour dire que le numérique maintenant est un enjeu, et si on veut entendre les premiers concernés, il faut que les mouvements de solidarité internationale, d'EXI et d'éducation à la citoyenneté mondiale s'en emparent si on veut pouvoir lutter contre la surveillance, la censure, les coupures Internet, et que chacun ait le droit à la même parole. Merci beaucoup. Merci. J'haïs ça, être obligée de couper la parole, mais c'est ça. On va essayer de rejoindre l'objectif de faire le plus de tours possible. Je vais donner maintenant la parole à Leu Fernandez-Salinas du réseau Plateforma. Merci beaucoup, Nancy. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Remercier avant tout donc, les organisateurs de cette super conférence. Remercier les personnes qui sont en train de nous écouter et de participer. Donc, moi, je travaille à Plateforma, qui est le réseau pan-européen des villes et régions actives dans la coopération décentralisée, duquel le Conseil des communes et régions d'Europe est le chef de file. Petit point pour la compréhension, dans le domaine de la coopération au développement, la coopération décentralisée est celle qui se fait entre les niveaux de gouvernement qui sont sous le niveau national, mais l'approche varie aussi en fonction des pays. Tout comme l'approche de l'éducation pour la citoyenneté mondiale varie en fonction des pays. Donc, cela me donne une bonne transition vers donc, les points que je vais traiter là durant les 4 minutes et demie qu'il reste. Donc, pour commencer sur les bonnes pratiques, je vais faire un bref portée par réseau et par pays. Ensuite, au niveau pan-européen, donc même si l'objet de cet événement n'est pas le côté institutionnel, mais vraiment le côté pratique des bonnes pratiques, il est tout de même important de rappeler un peu ce contexte institutionnel concernant l'éducation pour la citoyenneté globale, parce qu'il nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent au local et au régional. Donc, la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne gère un programme qui s'appelle justement, qui est dédié à l'éducation, développement et sensibilisation citoyenne, dont le propre nom est l'objet de débats tels qu'on est en train de débattre ici aujourd'hui sur les approches décoloniales. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle
les liens historiques qui existent entre la coopération et l'éducation pour la citoyenneté mondiale. Donc, c'est un programme qui a évolué, tout comme est en train de le faire l'éducation pour la citoyenneté mondiale et ses pratiques. Durant certaines années, les appels à projets étaient centrés plutôt sur l'aspect éducation formelle, non formelle. D'autres années, les appels à projets étaient centrés plutôt sur le travail de communication qui doit être fait avec la citoyenneté pour s'assurer ces pratiques de citoyenneté globale. Et dans les années qui viennent, il paraît que le focus est justement fait sur le travail avec la jeunesse. Comment engager la jeunesse dans cette éducation pour la citoyenneté mondiale. Donc, ce contexte européen un peu institutionnel nous permet de faire aussi le portrait par pays. Donc, à Platforma, il y a des villes et régions, des gouvernements locaux et des associations qui sont représentés de la part d'Espagne, France, Italie, Belgique, Allemagne, Ukraine, Moldavie, le partenariat oriental. Et ainsi, les approches varient, comme je disais. Une de nos principales activités est donc la campagne de la Journée européenne de la solidarité locale, qui est organisée jusqu'au 30 novembre, dans lequel aussi on vise à donner un espace d'échange et de connaissances pour que les gouvernements locaux parlent avec les citoyens et qu'ils puissent expliquer ce qu'ils font en relation à l'éducation de la citoyenneté mondiale et qu'ils expliquent les liens qui existent avec la coopération internationale et comment il est nécessaire d'intégrer l'éducation pour la citoyenneté globale dans les pratiques de coopération pour faire une coopération responsable et qui ne suivent pas justement des aspects plutôt assistentialistes de la coopération telle qu'elle a été pensée entre les pays du Nord et du Sud dans les années 60. Ensuite, aussi tout le travail de publication, de conférences, comme certains panélistes ont déjà, pas panélistes parce qu'on est dans un format de conférence hybride, mais comme certaines personnes avant ont déjà cité, donc plutôt le travail plus pratique de visibilité, mais aussi de formation sur ce qu'est l'éducation pour la citoyenneté globale. Écriture de publication, comme je dis, c'est un important volet de l'éducation pour la citoyenneté mondiale, puisqu'il est important d'expliquer ce que c'est, d'expliquer les approches, d'expliquer comment elle est en train d'évoluer, pour que ça ne soit à nouveau pas compris comme quelque chose qui appartient au domaine de l'éducation, mais aussi que c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation non formelle, c'est aussi de l'engagement citoyen, donc tout le domaine des projets de participation et de démocratie ouverte. Et ainsi, je vais passer, donc, vraiment au niveau local, les bonnes pratiques diffèrent. Donc, ça dépend aussi des compétences que les propres villes et régions peuvent avoir sur cela. Dans certains pays, plus décentralisés que d'autres, ce sont les propres régions qui ont, par exemple, la gestion des programmes d'éducation. Donc, pour ces pays, il peut être plus facile d'intégrer ces bonnes pratiques d'éducation pour la citoyenneté globale et de faire des changements dans le propre curriculum des écoles. Et c'est ce que je pense aussi Maxime citait avant, à quel point il est important d'intégrer cela dans le curriculum des écoles, mais à quel point aussi ça peut être difficile de le faire s'il n'y a pas les compétences qui sont données et s'il n'y a pas de ce travail en réseau qui est fait. Pour donner des exemples, aux Pays-Bas, par exemple, l'approche est plus centrée dans l'aspect éducatif, justement, et l'intégration de l'éducation pour la citoyenneté globale dans le curriculum. En Espagne, par des compétences plus décentralisées, les villes et les régions peuvent coopérer directement dans des projets à l'international, en voyant l'éducation pour la citoyenneté globale comme une politique en tant que telle. Je vais finir, parce qu'il reste un peu moins d'une minute, avec justement une mention à l'approche décoloniale. Donc, je vais prendre une phrase qu'on avait incluse dans notre dernière publication, et c'est que l'éducation pour la citoyenneté globale, elle permet de travailler sur cette perspective non européenne, non eurocentrique, et en intégrant leurs partenaires du Sud global, non sur l'appui du développement, mais de l'apprentissage. Et c'est là où c'est essentiel de faire l'apprentissage. Hier, je parlais par exemple avec la ville de Louvain qui expliquait un projet qu'ils sont en train de développer lié à justement l'approche décoloniale. Et leur approche se centrait sur 3 points. Premièrement, il est important depuis le point de vue de la ville d'adopter une position claire, même si cela peut être difficile du point de vue politique, d'aller pour la dépolarisation et de ne jamais aller vers vers l'oubli historique de ce qu'est la ville dans son histoire de coopération. Et pour en finir, juste un point à l'importance de la gestion de l'espace public, parce que la décolonisation dans l'espace public est directement liée à la gestion de l'espace, et là, il y a beaucoup aussi de choses à faire. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. La parole. Et j'ai vu, merci, et j'ai vu dans le clavardage une question, entre autres, qu'on aimerait entendre parler de, entre autres, une des collègues de l'Afrique qui a pas pu
traiter la question des approches coloniales, décoloniales. Et juste pour vous dire qu'après, les deux autres intervenants et intervenantes qui vont suivre, je vais redonner la parole, soyez rassurés, à l'une des personnes de l'Afrique qui n'a pas pu traiter la question décoloniale. Donc, merci Lure. Et donc, je passerai la parole à El Arbi Imad du Centre marocain pour l'éducation civique. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège pour moi d'être parmi vous. Permettez-moi de mentionner dès le départ que pour nous et pour notre Centre marocain pour l'éducation civique, que cette approche coloniale, on essaie avec le monde de la société civile au Maroc, comme vous le savez, on est une société très ouverte et on est en train de travailler avec les membres de la société civile, les éducateurs et les centres de formation des professeurs à changer leur attitude en termes d'approche coloniale envers des approches de collaboration, des approches de coordination et des approches de coopération vers des activités qui se focalisent sur le dialogue interculturel et le dialogue de civilisation. À propos, au Maroc et le Centre marocain pour l'éducation civique, on est en train de se concentrer sur l'amélioration d'une initiative qui est intitulée le projet citoyen. À savoir, c'est un projet qui encourage l'éducation à la citoyenneté mondiale et à la démocratie dans le Maroc ainsi que dans la région d'Afrique du Nord. Que ce soit à travers l'adaptation de programmes d'autres pays, comme la France, les États-Unis, le Canada, et que ce soit le développement de nouveaux programmes pour le Maroc. Les efforts de ce projet, le projet citoyen, impliquent deux principes fondamentaux. Un, que les enseignants, les éducateurs doivent être éduqués de contenu, des compétences, des attitudes, pour que la démocratie et l'éducation à la citoyenneté mondiale soient efficaces. Et deux, que les étudiants marocains ou arabes doivent être éduqués pour exercer leurs droits et leurs responsabilités de la citoyenneté démocratique. Notre Centre marocain de l'éducation civique a mis en œuvre ce programme d'études en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les centres de formation de professeurs ainsi que la société civile et dans les écoles, en préparant les professeurs à l'université et les enseignants des écoles à l'utilisation de ce projet. Et grâce à ce programme, les étudiants et les élèves utilisent l'apprentissage coopératif. Premièrement, pour sélectionner un problème politique public. Deuxièmement, rechercher le problème. Troisièmement, identifier les options, sélectionner une politique à défendre et enfin, développer un plan d'action pour résoudre le problème. Et généralement, ces plans d'action impliquent les étudiants dans le travail avec les décideurs politiques et d'autres autorités pour adopter leurs politiques publiques. Grâce à ce projet, les élèves acquièrent non seulement les connaissances, mais aussi les compétences et les attitudes d'une bonne citoyenneté, tout en profitant également à leur société et communauté. Les efforts de ce projet citoyen en matière de l'éducation à la citoyenneté, oui Nancy? Vous m'entendez?
Oui, J'allais juste dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je me demandais si on peut. C'est juste, il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste dire, je ne sais pas si vous aurez aussi le temps de traiter la question des approches décoloniales et tout ça. En tout cas, juste pour dire, il reste à peu près 2 minutes. Peut-être pour 1 ou 2 minutes après, mais je conclus que ce projet innovant a été inspirant et efficace pour autonomiser les jeunes et les ONG et les motiver à participer de manière compétente et responsable à l'exercice de leurs droits et à l'accomplissement de leur responsabilité de travailler pour le bien commun dans leur société et leur pays. Merci. Merci. Vous avez encore 1 minute si vous avez d'autres choses sur les approches. OK. Ça va? Non, ça va. Merci. Va? Merci, okay. Nancy. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, on a Marie-Ève Marleau du Comité des droits humains en Amérique latine du Québec qui va maintenant prendre la parole. Marie-Ève. Oui, bonjour. Merci. Je vous salue à partir d'un territoire autochtone abénaquis non cédé qui se situe dans la province du soi-disant Québec au soi-disant Canada. Je souhaite remercier les organisateurs puis organisatrices de m'avoir invité à prendre la parole, puis surtout les intervenants et intervenantes qui viennent de parler. Vos propos sont vraiment inspirants. Je fais partie, comme Nancy le disait, du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL. On est une organisation membre de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, qui est un réseau qui regroupe 66 organismes de solidarité internationale dans 13 régions du Québec. Plusieurs d'entre nous nous consacrons à l'éducation à la citoyenneté mondiale, ECM, dont quelques-uns en font leur mission principale, comme mon organisation. Pour notre réseau, l'ECM permet de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent les injustices puis les inégalités. Nous reconnaissons l'autodétermination puis l'interdépendance des peuples puis leur interaction avec le vivant également. Nous sommes engagés comme réseau dans la défense des droits des femmes, des droits humains et de l'environnement. C'est une approche, le CM, en fait, c'est une approche qui est transversale dans nos pratiques, puis qui fait partie intégrale là, de nos programmes, de nos projets, de toutes nos stratégies qu'on met en œuvre en solidarité internationale au Québec. Nous répondons par ce fait à cette urgence d'agir face aux enjeux locaux et globaux, puis en nous considérant tous et toutes comme responsables du monde. Au sein de la COSI, on a adopté une définition commune puis un cadre de référence pour nous permettre une identification plus claire de notre action, mais ce n'est pas une uniformisation, pardon. Au contraire, on est un réseau qui est divers par nos pratiques et nos stratégies. Et notre but est de sensibiliser, d'informer, de conscientiser, de mobiliser, d'engager, d'influencer, de former, co-construire, dialoguer, etc., tout en permettant toujours des processus qui visent la transformation sociale et le changement. Donc, différents formats sont mis en œuvre pour y arriver, que ce soit, par exemple, des publications, des outils pédagogiques, comme par exemple, je vais vous montrer notre revue Caminando, qui vient de sortir, c'est le dernier numéro qui vient de sortir. C'est un outil en Amérique latine qui donne la voix à des défenseurs de droits humains et des territoires. On met aussi en œuvre des événements comme des conférences, des ateliers, des projections de films, de documentaires, où on valorise le témoignage et les analyses de nos alliés et nos partenaires avec qui on travaille. On fait aussi du mentorat, de l'accompagnement, des stages, des formations, des cercles d'éducation populaire, comme par exemple des communautés de pratique ou des communautés d'apprentissage. On fait de l'ECM aussi à travers la diffusion d'informations, de documentation, d'analyse à travers les blogs, les médias sociaux, ça a été mentionné là, tout à l'heure, à travers la balado-diffusion, la vidéo également.
En fait, une des caractéristiques aussi de nos stratégies, de nos projets, c'est vraiment la collaboration et le partenariat qui nous permettent d'atteindre encore plus nos objectifs, nos actions et nos buts. Les activités de plaidoyer, d'influence, les approches structurantes font aussi partie de nos stratégies. On valorise beaucoup les démarches participatives et éco-constructives qu'on considère comme fertiles pour atteindre nos buts de transformation sociale. Nous souhaitons participer à l'éducation des personnes qui deviennent, dans le fond, des actrices de changement, puis on vise aussi la co-construction d'un monde égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Donc, il allait de soi pour la COSI, pour notre réseau, qu'on se penche sur la décolonisation des savoirs et de nos pratiques. Donc, l'ECM privilégie, vous le savez aussi bien que moi, l'action en réciprocité avec les personnes et les communautés dans une perspective de co-construction, de savoir-être et de pouvoir agir. Donc, dans notre position, ou en tout cas dans notre réflexion de la décolonisation, nous souhaitons reconnaître la position à partir de laquelle nous prenons la parole, la position à partir de laquelle nous travaillons. Nous souhaitons reconnaître nos privilèges et les mettre au service de la solidarité et des luttes que nous appuyons. Ce n'est pas seulement établir des rapports égalitaires ou équitables avec notre public, avec nos alliés, nos partenaires, mais c'est aussi de reconnaître que nos pratiques et nos relations peuvent continuer de primer les personnes racisées et autochtones, même avec la meilleure intention. Nous constatons, nous subissons, nous dénonçons, puis malgré tout, nous participons aux rapports de domination qui façonnent nos communautés puis nos vies. Au CEDAL, par exemple, nous nous situons comme un acteur qui fait partie des luttes au même titre que nos alliés. Nous construisons par ailleurs tous nos projets de CM toujours à partir de ce que nos alliés et nos partenaires nous partagent comme préoccupation. Puis non seulement nous voulons sensibiliser un public au Québec, au Canada, mais on souhaite aussi appuyer puis prendre part aux luttes pour la défense des droits puis des territoires en Amérique latine et au Québec. Parce que nous reconnaissons... OK, oui, je suis rendue à non, oui, c'est ça. Non, mais finis la phrase juste pour dire que ça achète. Oui, parce que nous reconnaissons que le territoire nous habite autant que nous l'habitons, que nos cœurs, que nos entrailles sont formées et déformées dans des moules qui sont hétéronormés, que nos psychés sont marqués par une éducation raciste et que les territoires sont traversés par les autoroutes du colonialisme puis du capitalisme racial, nous adoptons justement des approches puis des pratiques qui reflètent ou qui tendent à refléter les luttes féministes décoloniales. Donc, je vous remercie beaucoup, puis au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Donc, tel que j'ai promis tantôt, je vais redonner la parole. Je crois que c'est Alpha qui va reprendre la parole au nom des deux collègues de l'Afrique qui sont intervenus au début et qui n'ont pas eu le temps de... donc, je vais vous donner 2-3 minutes là, pour parler de la question de l'approche décoloniale ou postcoloniale. D'accord. Merci Nancy, pardon, et merci à tous. Donc, oui, l'approche décoloniale, d'abord, on a été très jaloux dès le début du Festival de Solidarité de faire en sorte que le Festival de Solidarité ne soit pas vu en Afrique comme étant un événement franco-français qui se déroule en Afrique. Du coup, très tôt, on a essayé d'impliquer dans la mesure du possible beaucoup d'acteurs locaux, d'organisations formelles, mais souvent beaucoup d'organisations informelles dans les quartiers, dans les villes et dans les villages, ce qui fait que la réalité, l'essentiel de ce qui se discute, l'essentiel des animations dans le Festival de Solidarité, ce sont des événements d'inspiration locale. On a eu beaucoup de débats aussi sur la présence française en Afrique à travers les accords de défense, les accords militaires. Donc, il y a beaucoup de prises de position, notamment des jeunes qui ont un regard particulier sur la présence française en Afrique, sur le rapport entre les gouvernements africains et le gouvernement français, sur donc l'approche décoloniale. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, parfois très virulents, des prises de position très intéressantes que les jeunes ont
sur l'approche décoloniale. Mais aussi, dans la plupart de nos animations, nous tenons compte aussi des aspects culturels africains. Du coup, nous faisons beaucoup de contes. Il y a beaucoup de contes qui se font. Il y a beaucoup de légendes qui se racontent. Il y a aussi, on a parlé du slam tantôt, il y a beaucoup de théâtre, mais des approches hybrides aussi. On peut faire du slam, mais en faisant du slam ou du théâtre carrément, en partant d'un conte africain qu'on fait sous forme de théâtre, ce qui fait qu'on peut, maintenant on fait du théâtre, mais partant d'un conte, ça parle beaucoup à des publics dans des milieux reconnus en Guinée. Il y a longtemps, pendant longtemps, on a fait ce que nous avons appelé les enfants de la forêt, un conte initiatique pour raconter la protection de l'environnement aux enfants, mais partant vraiment d'un conte. Donc c'est ça, on a été jaloux, on a été vigilant à ce que le festival ne soit pas vu comme un événement franco-français, que les acteurs locaux soient pleinement impliqués pour qu'ils puissent produire, pour qu'ils puissent proposer des actions, mais partant le plus souvent sur sur la base de la réalité locale. N'empêche qu'il arrive souvent qu'on se fonde sur des types d'animations qu'on a vu faire en France ou que nos partenaires d'autres pays font, mais l'essentiel des animations sont fondées sur la réalité locale, sur la réalité africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais nous inviter à prendre gros max 5 minutes de pause juste pour s'étirer et on va revenir rafraîchi avec une autre liste de personnes qui vont intervenir pour poursuivre les discussions. Donc, je vous invite de fermer vos caméras si ce n'est pas déjà fait, fermer les micros et je vous reviens dans 4 minutes, 4-5. Alors, à tout de suite.
Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los Andes en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampoñas con el viento. Ay, ay, ay. Rebonjour. Donc, c'était un petit retour musical donc, de cette courte pause. Pour commencer le prochain tour, donc dans le fond, on poursuit le portrait. Je vais inviter les gens donc, que je vais nommer de prendre la parole. Ce serait intéressant si vous pouvez particulièrement adresser la question des faits saillants de votre vision et approche décoloniale ou postcoloniale en ECM, ECSI. Et c'est des plus petits tours de parole encore, cette fois-ci de 2-3 minutes. Donc, je vais commencer en donnant la parole à Théo. Donc, Théophile Yonga. Oui, bonjour à tous. À toutes et tous. Je vais essayer de prendre la parole pour 1 minute et demie. Ça va faire sourire ceux qui me connaissent. Mais c'est juste pour dire que sur cette approche coloniale, je voulais juste dire qu'au début, en fait, on ne peut pas parler d'approche décoloniale sans parler d'approche coloniale. Donc, en fait, il faut jeter un regard depuis les années, un peu avant les années 1900, où l'ensemble de ce qui a été transféré dans le cursus universitaire, scolaire et primaire dans les pays colonisés ont été essentiellement orientés pour montrer la grandeur et installer la grandeur du colon et ce qu'il a pu apporter. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'approche décoloniale, eh bien, ça suscite beaucoup de réactions de part et d'autre. D'un côté, on n'en est plus là, disait le colonisateur. De l'autre, on n'en est pas sorti. D'ailleurs, on n'en est jamais sorti. Et donc, ça fait donc des points de friction. Alors, à Terre Afrique, on a un regard particulier sur l'idée de se mettre un petit peu en décalage de tout ça et essayer de travailler sur les questions de complexes d'infériorité qui sont largement installés et qui parfois paralysent encore aujourd'hui l'émancipation possible des personnes, quel que soit le lieu où elles sont, qu'elles soient dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Donc, nous, à Terre Afrique Réseau, on a commencé un travail depuis maintenant à peu près 5 ans. Bien sûr, c'est concomitant au fait qu'on a mis en place des actions d'éducation à la citoyenneté, mais c'est aussi quand même de le regarder de l'extérieur de la situation et de voir quels sont les ressorts par lesquels ce rapport de domination est ancré solidement dans les us et coutumes. Et même sans parole, rien qu'avec un regard ou une pensée, on ne se sent pas à la hauteur tout d'un coup. Et donc, ce sont ces ressorts qu'on essaie, nous, non pas de briser, mais en tout cas de comprendre comment cela peut se faire à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'un individu. Et donc là, on a encore des travaux pas stabilisés sur la question, mais une conférence internationale comme celle-ci et d'amener comme ça différentes approches sur cette question-là sur la place de l'échange permet aussi à la fois du côté des anciens dits décolonisés et même des anciens dits colonisateurs, on va mettre des guillemets partout et tout ce qu'on veut, ça permet d'avoir un espace dans lequel les choses sont mises en mots. Et donc, du coup, on sait bien que quand on a mis les choses en mots, on peut regarder quels sont leurs effets sur les actions. Je m'arrêterai là pour dire que dans les différents espaces, si jamais espace il y a, mais peut-être que je préempte, il serait intéressant quand même de voir ces choses à l'aune de ce que l'histoire nous dit ou ne nous dit pas. Parce que ceux qui ont fait la recherche en psychosocial sur ces questions-là n'ont rien eu à se mettre sur la dent, si ce n'est de repartir sur le terrain, recoller des briques à brac à partir des pratiques d'acteurs de terrain, pour essayer de remonter à avoir du contenu. Donc, il nous faut regarder ça de ce que nous dit l'histoire ne nous dit pas, puis ensuite de regarder cela sur ce vers quoi on devrait tendre ou on pourrait tendre si les approches avaient été terminées. Donc voilà, je dirais juste ça, mais il y a des choses à revoir ensemble et à continuer à creuser. Merci beaucoup.
Je vais donner maintenant la parole à Miguel da Silva du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Miguel. Bonjour Nancy, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, oui, ça va bien. Voilà. Alors très rapidement, dans un premier temps, je vais vous parler donc de l'action du Centre Nord-Sud et ensuite vous donner mon opinion sur cette question des processus de décolonisation, mais à titre personnel, parce que c'est une approche que nous n'avons pas du tout au Centre Nord-Sud. Mais en tant que citoyen du monde, je suis intéressé par cette thématique. Alors, je commence en tant que représentant du Centre Nord-Sud et partager avec vous justement tout notre travail au niveau de la promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, nous avons initié ce travail depuis déjà quelques années, depuis 97 déjà, et notre travail réside justement dans le développement de ce concept de l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est basé, qui prend racine sur le dialogue interculturel, l'éducation sur les droits humains et toute approche pédagogique innovatrice à l'époque. Et depuis, nous asseyons donc notre travail au niveau de la plaidoirie, au niveau de la création de nos outils pédagogiques et de sensibilisation sur cette approche interculturelle. Et pour nous, c'est une spécificité qui est fondamentale et qui justement représente de façon la plus objective cette approche par les pairs, égalitaire, dans le traitement de ce que nous appelons justement la citoyenneté mondiale. Alors très rapidement, nous avons 3 axes au niveau justement de la reconnaissance du concept en soi, et c'est tout notre travail de plaidoirie à travers l'organisation de congrès. Alors notre action, elle se fait auprès des pays membres du Conseil de l'Europe, mais toujours dans cette perspective non internationale. Donc, notre travail de plaidoirie consiste dans l'organisation de congrès, de séminaires de suivi régionaux et justement dans la mise en rapport entre les représentants institutionnels et les praticiens, de façon à ce qu'on puisse avancer dans le sens de la reconnaissance du concept d'éducation à la citoyenneté mondiale. En tant que structure du Conseil de l'Europe, nous avons justement des mécanismes internes. Nous avons un comité des ministres et à travers lequel justement nous canalisons les attentes des praticiens et le résultat de nos travaux pour le développement du concept d'éducation à la citoyenneté mondiale et son application au niveau de l'éducation formelle. Nous avons aussi donc une dimension renforcement des capacités et développement des compétences des éducateurs formels et non formels à travers la divulgation d'outils pédagogiques, de formation et de plateformes d'enseignement à distance. Et en dernier, donc, un travail de réseautage. Nous asseyons notre travail sur le soutien et la coordination d'un réseau à travers les pays membres du Conseil de l'Europe, mais aussi à travers les pays membres justement du Centre Nord-Sud, parce que nous avons, en tant qu'accord partiel, nous avons des États membres qui ne sont pas européens. Et à travers ce réseau, donc, nous divulguons tout notre travail et nous travaillons en partenariat justement dans la création de nos outils institutionnels, mais aussi dans la création de nos outils pédagogiques. Et là, juste, j'ouvre quand même, c'est très important, par rapport à cette question d'interculturalité, tout notre travail est assis sur cette approche-là. Donc, concrètement, nos outils pédagogiques sont faits par des éducateurs formels et non formels, européens, enfin quand je dis européens, Conseil de l'Europe, il y a 47 États membres, mais aussi avec des éducateurs non européens. Et cette approche, elle est aussi faite au niveau de la plaidoirie, c'est-à-dire que nous avons une recommandation politique sur laquelle nous orientons justement pour
axer notre travail de plaidoirie. Et cette recommandation, elle a été faite justement avec des partenaires européens et non européens. Alors, Juste je sais que rapidement pour Nancy conclure, commence à... le petit mot sur la décolonisation, juste avant de Alors, finir. très volontiers, si vous me permettez un peu plus de temps, là, je vais m'exprimer en tant que citoyen du monde et non pas en tant que représentant du Centre-Nord-Sud, parce que nous n'avons pas cette approche en Centre-Nord-Sud. Alors, personnellement, cette terminologie me dérange dans la mesure où elle renvoie, alors, et ça, c'est une perspective européenne, évidemment, mais c'est ma perspective culturelle. Mais pour moi, cette terminologie, colonisation, décolonisation, revoit une période historique révolue. Et revenir là-dessus, pour moi, c'est nier tout le travail que les élites émancipatrices des pays colonisés, justement, ont eu, tout leur travail de libération. Et elle nie aussi, finalement, l'existence, dans un certain sens, de l'élite politique actuelle dans les pays qui sont considérés sur cette décoloniale. Alors, je comprends que d'un point de vue nord-américain, ce soit une autre dimension, mais pour moi, en tant qu'Européen, la technologie, ça me dérange. Alors que, et en même temps, c'est dévier l'attention sur les faits contemporains, qui sont effectivement les inégalités. Et ces inégalités, elles sont l'origine de rapports de force, d'oppression, et qu'il faut mettre le doigt sur ces rapports de force. Or, pour moi, ces rapports de force, actuellement, résultent plus de systèmes économiques, de logiques justement exploitrices du système économique, mais à l'égard desquelles la responsabilité est collective. Et là encore, juste pour terminer, renvoyer cette terminologie, pour moi, et c'est tout à fait subjectif, mais pour moi, ça a une connotation paternaliste et ça nous renvoie, ça nous maintient finalement dans cette dichotomie nord-sud, colonisateur, colonisé. Et en ça, je trouve que c'est dérangeant. Voilà. Mais je serais tout à fait ravi d'échanger avec vous et de continuer ce débat. Merci. Je pense qu'une des choses, je vais vous dire, c'est qui les 4 dernières personnes intervenantes là, qui vont parler. Mais effectivement, je pense que l'idée aussi d'aujourd'hui, c'est de lancer des questions, d'essayer de voir c'est là où on se ressemble, là où on a des similitudes, là où on a des différences, que ce soit dans les pratiques, que ce soit dans les approches. Donc, je pense que c'est intéressant et ce n'est qu'un premier pas, je pense, une première discussion et on pourrait sûrement avoir d'autres occasions de continuer à creuser les angles différents vers des buts semblables. J'entends quand même, on a des vues semblables. Quelles sont nos analyses et quels sont les mots que l'on utilise aussi pour décrire des phénomènes, des systèmes d'oppression et tout ça. Je vais juste vous annoncer, donc, les 4 dernières personnes qui vont parler, c'est Kouété Aïvi du Bénin, Madrik Tonacambio de la Côte d'Ivoire, Labo Diallo du Sénégal et Jean Urbain Cambasseur du Burkina Faso. Donc, ce seraient les 4 dernières interventions. Et ensuite, il y aurait Jean-Marc qui ferait le mot de la fin. Donc, Kouété Aïvi du Bénin, la parole est à vous. Salut, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça va bien, merci. Allô? On vous entend bien. Ok, merci de me donner la parole. C'est vrai que ce n'était pas prévu que je puisse intervenir. Malheureusement, j'étais en circulation pour rentrer chez moi. Là, vraiment toutes mes excuses parce que je suis encore avec mon téléphone. La question sur la décolonisation, bon, je vais intervenir sur cette question beaucoup plus dans les pratiques de l'exil dans nos territoires. C'est vrai, comme on le sait, le Festival Le Bénin aujourd'hui que nous représentons est né en France. Et après plus de 20 ans, le Festival est présent dans beaucoup de pays africains. Le Festival, c'est beaucoup plus l'éducation à la citoyenneté, la solidarité internationale. Mais bien avant l'avènement du Festival, il faudrait dire que l'exil se pratiquait chez nous aussi.
parce qu'en réalité, Lexi, c'est beaucoup plus de changement social en réalité, puisqu'il faut quand même que les personnes soient engagées, les hommes prennent des initiatives d'engagement pour un changement social. Au Bénin, même jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous sommes sous la coupole d'une part du Festival de solidarité internationale, et toutes les pratiques que nous faisons dans le cadre de Lexi, l'éducation à la citoyenneté, aujourd'hui n'est pas dictée d'une part par le Festival international. Ce sont déjà les activités, les actions que nous menons déjà au plan local et que nous continuons de mener pour pouvoir permettre un engagement social au niveau des populations. Donc, c'est sur cet aspect vraiment très pratique que moi je vais intervenir, sinon sur l'aspect intellectuel de là, quand j'écoute les débats, mon intervention va parler surtout sur l'aspect vraiment très pratique au pays, puisque nous avons plusieurs manières, plusieurs outils pour faire comprendre, pour faire un changement au niveau de la société, pour permettre aux gens de s'engager. Je vous ai pris un coup, j'ai entendu quand même qu'il y a souvent des sketchs, par exemple des théâtres, qui font quand même prendre conscience aux gens, parce que nous pouvons mener des actions, des activités en seulement sensibilisant. Parce qu'avec simplement la danse, toutes les danses, les chansons que nous créons chez nous, les chansons peuvent porter sur une thématique différente, et cette thématique-là peut permettre quand même aux gens de prendre conscience. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté chez nous. Je pense que nous, chez nous, au Bénin, par exemple, c'est beaucoup plus les organisations qui sont sous le coup de la FESISOL, les organisations de la société civile. Nous comptons quand même l'année prochaine nous étendre aussi au niveau des établissements, des écoles, parce que ce n'est pas facile. L'éducation civique existait dans nos établissements auparavant, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui ont disparu. Vu aussi que les valeurs sont en berne chez nous, on s'est dit quand même qu'il est important d'attaquer aussi ce côté-là au niveau des établissements, et signer des partenariats avec les écoles et échanger avec eux. Et maintenant, on voit qu'on se d'éducation, puisqu'ils ne sont pas habitués à ça. Nous avons hérité d'un système colonial. Donc, nos éducateurs sont vraiment formés à pratiquer Lexi ici. Je pense que ça sera encore pour nous une approche de pouvoir éduquer d'abord ces différents enseignants-là qui interviennent dans l'établissement pour permettre quand même des temps pour qu'ils puissent vraiment sensibiliser les jeunes, les permettre de prendre conscience sur beaucoup de thématiques. Nous sommes dans une globalisation aujourd'hui mondiale parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui touchent le monde entier, qui nous touchent aussi. Donc, ce sont sur les aspects aussi sur lesquels on doit vraiment sensibiliser nos jeunes frères, sensibiliser la population pour une prise de conscience et pour un changement social. Il y a l'aspect politique aussi qui n'est pas oublié. Et puisque nous, chez nous, les autorités locales ne sont pas vraiment impliquées dans Lexi, c'est vrai qu'il existe des accords de coopération entre certaines villes françaises et africaines, surtout béninoises, mais là, les autorités ne prennent pas en compte vraiment ça et l'existence de Lexi dans cette coopération-là. Je pense que nous sommes en train de travailler pour que Lexi aussi quand même puisse avoir une place de choix dans cette situation-là, pour que nous soyons vraiment présents. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à à Madrick Tonacambio de la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ok, alors ouais, je suis Madrick Tonacambio, président de la Société Africa et coordinateur du Festival ici en Côte d'Ivoire. Alors, sans forcément reprendre tout ce qu'a dit mes collègues, je parle de Alpha, Natacha et de ce côté. C'est un peu le travail d'un résumé de toute la coordination Afrique qu'ils ont rendu. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur, après avoir regardé un peu ce qui se passe sur les sites et même sur le Festival de solidarité, que ce soit en Europe ou ailleurs, et comparé au contexte africain. Vraiment, nos animations ne sont pas du tout les mêmes. Et peut-être dans l'optique de se retrouver très prochainement, je veux encourager tout un chacun d'entre vous à suivre un peu les différentes pages Facebook des coordinations Afrique sur le Festival pour voir un peu à quoi ressemblent nos animations. Et peut-être que le débat sera plus pertinent et plus objectif la prochaine fois qu'on se retrouverait, parce que vous verrez qu'il y a une grande différence. On a vraiment une spécificité chez nous qui n'est pas forcément la même chose que chez vous, ce qui fait que parfois on a du mal à réadapter les outils d'animation que le festival propose. On n'est parfois obligé d'improviser. Mais le festival, c'est une fête ici, je vais dire en Afrique, je pense, un peu partout. Moi, sur ma coordination, j'ai la chance d'avoir des établissements, des organisations de la société civile et aussi des entreprises, de petites entreprises, d'accord, qui sont rentrées dans le jeu cette année-ci.
ça a commencé à prendre, mais ce n'est pas vraiment le même regard ou les mêmes objectifs ou les mêmes valeurs de base que le FESISOL en France. Donc, moi, j'ai juste un appel à faire. C'est peut-être encourager chacun d'entre vous à visiter un peu nos pages Facebook pour voir un peu à quoi ça ressemble notre récit et annoncer s'il y a possibilité de reprogrammer une séance après le FESISOL pour faire un retour de comment ça s'est passé, comment vous avez vu et tout, et comment est-ce qu'on pourrait, comment on appelle, fédérer tout ceci pour qu'enfin on puisse avoir une vraie image du FESISOL. Parce que pour le moment, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un festival Europe, mais il y a un festival Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce que Labo Diallo du Sénégal serait la prochaine personne à prendre la parole? Alors, il y a un problème de micro. Oui, on ne vous entend pas, Labo. Oui, on ne vous entend pas. Il va falloir ouvrir le micro. Labo? On ne vous entend pas. Il faut ouvrir le micro. Sur le logiciel, à gauche en bas, vous avez un bouton qui doit être... Ah, là, ça va. Bonjour, vraiment, je remercie à ceux qui ont organisé la conférence. Je me présente d'abord, je suis Labo Diallo, président de l'association des ressortissants de Salémata à Kédougou. Et je suis vraiment satisfait de participer à cette rencontre fructueuse d'échange sur la solidarité, sur l'éducation de la citoyenneté et de la solidarité. Moi, je vais parler un peu sur la situation de notre localité parce que, vous le savez, les situations diffèrent d'un endroit à un autre. Nous, ici, nous avons monté un projet de l'éducation environnementale qui sert à sensibiliser les enfants des élèves qui sont dans les écoles élémentaires pour pouvoir vraiment les enseigner sur... parce que la question de l'environnement est un fléau qui préoccupe le monde entier. Nous avons dit donc pourquoi pas créer un projet de l'éducation environnementale pour pouvoir sensibiliser ces enfants qui ont en 2020 10 ans et en 2030 ils auront 20 ans. Pourquoi ne pas créer un projet de l'éducation environnementale pour pouvoir sensibiliser ces enfants-là dès les bas âge pour qu'ils puissent prendre la question de l'environnement à main, pour qu'ils puissent vraiment, parce que l'avenir du monde, ce sont ces enfants-là. Donc, nous avons fait un projet que nous avons envisagé de faire des formations dans 10 écoles de notre localité. Et nous avons rencontré les autorités locales pour leur parler que nous avons dit que vraiment nous voulons participer à la lutte contre le changement climatique par le reboisement et la sensibilisation. Et dans le domaine, nous faisons aussi des activités de maraîchage. Et nous avons dit, mais chaque année, il y a une inégalité de développement entre l'Occident et l'Afrique. Et les jeunes Africains encore, ils n'ont plus d'espoir. Ils ne pensent plus, ils ne pensent qu'ils ne peuvent plus réussir en Afrique. Alors nous avons toutes les potentialités ici. Nous avons créé un projet de maraîchage et que nous avons actuellement beaucoup de jeunes et femmes qui travaillent là-bas. Et notre objectif, c'est de lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine, mais en créant des emplois sur place pour maintenir les jeunes et les femmes dans nos territoires. Donc, je suis très ravi vraiment de participer à ces rencontres-là qui me permettra de connaître beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de liens, de relations. Donc, c'est ce que je voudrais informer vraiment dans notre localité ici. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous avons des projets de maraîchage et de l'éducation environnementale et que nous avons visé des écoles. Le reboisement sera mis dans des écoles, dans des hôpitaux, lieux publics. Parce que vous savez encore, l'environnement, je peux dire que c'est le moteur du développement. Dans notre zone ici, si vous voyez le Sénégal, au sud, c'est une région vraiment pluviométrie où il pleut 6 mois. Alors au nord, il pleut que 3 mois. Au nord, vers Saint-Louis, il y avait beaucoup d'arbres, les gens ont continué à couper, ils n'ont pas reboisé, donc c'est le désert. Donc nous, au sud, nous avons dit qu'au lieu de tomber dans les pièges de Saint-Louis, nous avons continué à sensibiliser les personnes sur la protection de l'environnement, sur le reboisement et tout ça. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Jean-Urbain Kombassar du Burkina Faso. OK.
Merci beaucoup. Et en tout cas, je m'appelle Jean-Urbain Kombasséré. Voilà, je suis du Burkina Faso. Je travaille précisément au sein de l'ONG ASMAD. ASMAD qui signifie Association Songui Mangré Aide au développement endogène. Il faut dire que depuis longtemps, nous développons aussi, bientôt 10 ans, nous développons des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec notre partenaire belge DEFI Belgique-Afrique. Et ici, notre public cible, nous travaillons plus avec des jeunes filles, garçons et filles des établissements primaires et secondaires des villes de Ouagadougou et de Koudougou au Burkina Faso, dont l'âge se situe entre 15 et 22 ans. Voilà, en fait, qui développent vraiment une conscience citoyenne et qu'elles renforcent leur engagement individuel et collectif pour participer aussi à la construction d'un monde égalitaire, pluriel, ouvert et solidaire, tant au niveau local qu'au niveau global, et le tout de façon aussi autonome, critique et responsable. Donc, qu'est-ce que nous menons et concrètement avec ces jeunes? Ce sont des actions de sensibilisation, de formation, d'organisation aussi de séjours, d'immersion et d'échanges interculturels avec ces jeunes-là. Et nous les mobilisons dans des actions de développement, voilà, par en tout cas la réalisation d'activités de développement et d'engagement. Ça peut être par exemple le reboisement ou l'assainissement. Donc, tout ce que nos différentes interventions vraiment a permis vraiment un certain changement et d'acquisition de compétences au niveau de ces jeunes-là. Et ces compétences, on peut parler en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Donc, et il faut aussi ajouter que, en tout cas, grâce à ces actions, les jeunes vraiment développent leur propre initiative dans leur quartier, dans leur établissement. Et bon, comme j'ai aussi pris la parole en cours, et maintenant sur la question de la colonisation et de la décolonisation, il faut dire que nous l'abordons par plusieurs manières. D'abord, à travers les thématiques que nous abordons avec les jeunes, et bien sûr sur le point de vue africain, mais aussi à travers des séjours d'immersion. Parce qu'il faut dire que nos différents séjours d'immersion et nos activités sont organisés en collaboration avec des jeunes du Nord, notamment des jeunes venant de la Belgique. Et pendant l'été, nous organisons des échanges interculturels. Donc, ces échanges-là sont basés vraiment sur les questions, et en tout cas d'égalité. Il n'y a pas, et dans les échanges, on ne voit pas qu'il y a telle personne ou telle personne qui est plus supérieure ou inférieure. Donc, à travers cette manière de le faire, nous prenons en compte la question. Et nos structures aussi échangent de manière égalitaire et du point de vue des échanges aussi et des idées. Au niveau des idées, voilà, on accepte aussi l'idée des autres. Et l'autre chose aussi, la prise en compte aussi de la question de la colonisation, c'est que nous instaurons dans nos manières de faire ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire nous faisons partie des jeunes aussi du Burkina Faso vers la Belgique pour comprendre les réalités au niveau de la Belgique. Et à travers, en les permettant de rencontrer des personnes spécialisées dans les questions, voilà, dans le domaine, mais aussi en visitant par exemple le musée africain, et où nous avons l'occasion de comprendre toute l'histoire et aussi de poser des questions avec ces jeunes-là, voilà, pour comprendre. Et l'autre chose aussi, nous sommes dans un réseau qu'on appelle le réseau First Human World, qui est vraiment composé de plusieurs acteurs, voilà, qui œuvrent aussi dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et nous avons des partenaires au Bénin, au Sénégal, au Maroc et bien sûr en Belgique et au Rwanda. Donc, à travers vraiment ce réseau, voilà, composé de plusieurs cultures, nous prenons en compte le point de vue de tout un chacun. Donc, peut-être s'il y a des questions, je pourrais revenir sur certains aspects. Donc, merci beaucoup à vous. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager mon expérience et de suivre aussi les autres expériences. Merci beaucoup. Merci. On a deux dernières interventions qu'on va avoir le temps d'avoir rapidement avant de redonner la parole à Jean-Marc. Donc, il y a Ronald Cameron qui est sur le comité organisateur de l'activité qui... Oui, bonjour tout le monde. Alors oui, je suis du collectif Un Québec Foot et Solidarité et Jean-Marc va faire le point bilan.
mais d'ores et déjà, je peux considérer qu'on a atteint nos objectifs avec la richesse de la discussion et de l'échange, et notamment sur la question du décolonial, parce que notre discussion a fait sortir des aspects un peu différents ou des approches un peu différentes, et je veux juste mentionner que l'esprit dans lequel, au Québec, on travaille cette question-là, c'est qu'elle est complètement imbriquée dans une approche antisystémique. Et de ce point de vue-là, les questions d'inégalité appartiennent tout autant à l'approche décoloniale ou antisystémique de façon plus générale, mais l'approche décoloniale s'inscrit aussi dans cette approche antisystémique. Alors, c'est un peu, je pense, qui reflète la réflexion qui est au Québec. Je voulais ajouter cette dimension-là à la discussion. Merci. Merci, Ronald. Mamadou Ba de la Guinée. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Mamadou Bachir Ba de la Guinée. Je suis bénévole du programme des Nations Unies pour le développement au compte du laboratoire des accélérations. Alors, pour ce qui est de l'éducation à la citoyenneté, pour moi, le fait d'exporter des projets innovants des pays de l'Europe vers l'Afrique n'est pas un problème, mais il faut adapter les projets en fonction des réalités de l'Afrique et des Africains. Je vais dire par là, en parfaite collaboration avec les coutumes, mœurs et traditions de l'Afrique. C'est ce qui va permettre aux Africains de beaucoup plus s'approprier des projets et de comprendre ce qui se cache derrière et l'éducation qu'on va essayer d'inculquer à nous, les jeunes qui sont en Afrique. Donc, quand c'est en parfaite collaboration avec nos mœurs, nous allons beaucoup plus comprendre ce qui se cache derrière les projets et qu'est-ce qu'on vise essentiellement avec ces projets-là. Et pour ce qui est de la question de la décolonisation, pour moi, il faut faire une approche participative où toutes les couches sont, disons, représentées pour un peu aller à la décolonisation effective pour les pays africains. Si je me permets de prendre l'exemple sur les cours en enseignement préuniversitaire en Afrique, nous parlons beaucoup plus de la décolonisation des pays africains. Mais quand je prends l'exemple sur l'Europe, j'ai eu à échanger avec un de mes cousins qui est au Canada. Il m'a dit que là-bas, ce n'est pas enseigné. Il ne parle pas de la colonisation, ni de la décolonisation des pays africains. Donc, pour moi, pour être citoyen du monde, il faut réellement expliquer ce qui s'est passé dans tous les pays du monde pour pouvoir préparer le futur. Donc, il faut essayer de parler aux uns aux autres ce qui s'est réellement passé et aussi essayer d'impliquer pour pouvoir accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Donc, permettre aujourd'hui aux pays africains d'apprendre comme les autres sont en train de le faire et aussi être sur la même longueur d'onde sur les questions d'éducation à la citoyenneté. Parce que quand je prends les pays africains, nous avons tendance à ne pas bien enseigner les jeunes, nous les jeunes, sur l'éducation à la citoyenneté. Parce que quand je prends les programmes de l'éducation civique, ils sont moins enseignés dans nos écoles. Quand je prends l'exemple sur la Guinée, ils sont moins enseignés dans nos écoles, sur la protection de l'environnement, sur les questions des droits et devoirs des enfants et tout ce qui rentre dans ce cadre-là. Donc, pour moi, il faut une approche participative où toutes les couches sont représentées pour pouvoir impliquer tout un chacun, parce que chacun peut apporter quelque chose dans l'éducation à la citoyenneté internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quel beau tour d'horizon de réalité et de vision. Je donnerai la parole maintenant à Jean-Marc Jean-Marc Delaunay qui va nous aider à faire la clôture puis de voir un peu vers l'avenir aussi. Merci Nancy, merci à tout le monde. Alors, voilà, je ne vais pas faire une synthèse des échanges. Hein. Je pense que déjà, ce serait un petit peu compliqué et puis je n'avais pas forcément la légitimité non plus. Juste vous partager mon ressenti un peu sur ce qui a été dit. Alors déjà, moi, je suis vraiment super content des échanges. On a, comme l'a dit Ronald, on a atteint notre objectif. Hein. Ce qu'on voulait, c'était donner à voir un peu un tour d'horizon, un petit tour du monde, au moins du monde francophone, des différences de pratiques
d'éducation à la citoyenneté. Alors, on l'appelle éducation à la citoyenneté mondiale, éducation à la citoyenneté solidarité internationale, éducation populaire ou autre. Et nous aider à prendre un petit peu la mesure de la diversité des approches. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens, à la fois les références au contexte culturel qui sont différents, mais aussi les différences de stratégie, c'est-à-dire des stratégies qui vont plus aller sur des partenariats institutionnels ou plutôt sur des actions centrées sur la société civile. Des différences aussi d'approche politique. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu percevoir, même si on n'a pas eu le temps vraiment de rentrer dans du débat, de rentrer en profondeur dans les approches des uns et des autres. Mais déjà, rien que par ce petit tour d'horizon, on entend un peu ces différences. Et en tout cas, pour moi, je tiens vraiment à ce qu'on puisse continuer ces échanges-là. Il existe des différents réseaux, que ce soit des réseaux nationaux ou des réseaux internationaux, centrés sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Mais voilà, pour moi, il manquait un espace francophone d'échange de pratiques. Et là, donc, on a réussi avec cette petite conférence déjà à rentrer en relation avec un grand nombre de praticiens, praticiennes de l'éducation à la citoyenneté dans différents pays. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à continuer, notamment pour avancer sur la question des rapports Nord-Sud. Alors, voilà, là, on a choisi de rentrer par la porte d'entrée de la question coloniale ou néocoloniale ou postcoloniale. Mais en tout cas, s'il s'agit de parler de solidarité internationale, de relations internationales, on peut pas faire l'impasse, on peut pas éviter de se poser la question des rapports Nord-Sud et de leur dimension historique, et donc du lien avec la colonisation. Donc, quels que soient nos pays, on a un rapport qui est forcément différent par rapport à ces questions-là. Mais si on veut faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale, je pense qu'il faut qu'on aborde cette question-là dans son historicité, dans son actualité, bien sûr, dans l'avenir et dans ce qu'on en fait aujourd'hui, de ce poids de l'histoire, de ce poids des relations et de la continuité à minima des inégalités, mais certainement aussi des rapports de domination qui persistent. On est beaucoup à utiliser ces grilles de lecture et ces approches dans nos pratiques. Alors, voilà, comment on pourrait le continuer, cet échange, ces dialogues. Donc, il y a des réseaux qui existent déjà. Miguel en a parlé tout à l'heure. Le réseau Global Education, éducation à la citoyenneté mondiale du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, donc qui comprend déjà des pays hors d'Europe, des pourtours méditerranéens, mais avec aussi des liens avec notamment l'Amérique latine. Voilà, ça peut être un espace intéressant à investir pour continuer ces échanges de pratiques, ces échanges de réflexion. Mais voilà, c'est un réseau qui fonctionne en anglais. C'est pas toujours simple pour nous qui maîtrisons pas forcément l'anglais comme langue de travail de l'investir. Donc une autre possibilité, c'est d'utiliser le réseau du Festival des Solidarités. Comme ça a été dit, aujourd'hui c'est un réseau international depuis 3 ans, francophone, et l'intention est de pouvoir ouvrir le comité international du Festival des Solidarités à des structures qui seraient intéressées, même si elles n'organisent pas le Festival des Solidarités dans leur pays. Mais vraiment pour l'échange de réflexion. Voilà, donc une possibilité, c'est de le faire dans le cadre du comité international du Festival des Solidarités. Mais il y a peut-être encore d'autres choses à imaginer. Il y a par exemple le Forum social mondial qui... voilà, il y a des dynamiques centrées sur l'éducation au sein du Forum social mondial. Peut-être que c'est dans ce cadre-là aussi qu'on peut continuer les échanges. Voilà, donc on n'a pas de solution clé en main à vous fournir. En tout cas, cette conférence d'aujourd'hui était un petit peu un test pour voir est-ce qu'on arrive à mobiliser largement autour de ces questions.
Est-ce qu'il y a de l'envie de continuer? Donc, j'ai l'impression que oui. Et voilà, on va se réunir à nouveau, donc le comité organisateur de la conférence, pour voir voilà, qu'est-ce qui nous semblerait pertinent pour poursuivre ces réflexions, ces échanges. Si vous souhaitez voilà, participer à cette dynamique, on vous invite à nous le faire savoir, donc d'écrire soit à Nancy, soit à moi, soit à voilà, d'autres membres du comité organisateur, ou à Théophile Yonga, donc du réseau Terrafrique, pour qu'on puisse vous associer sur voilà, les suites qui seront données. Ce qui est sûr, c'est que des suites seront données et qu'on vous tiendra informé, donc par le biais du formulaire d'inscription à la conférence, sur voilà, les nouvelles occasions, les nouvelles étapes pour ce dialogue qui voilà, me semble très utile et j'ai même envie de dire indispensable pour nos pratiques. Si on veut faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais qu'on ne réfléchit pas nos pratiques avec des acteurs et actrices d'autres pays, on a toutes les chances de se planter. C'est un peu voilà, ce sur quoi je reste à la fin de cette conférence. Voilà, donc vraiment, je remercie tout le monde, que vous ayez pris la parole ou simplement à travers le chat, ou simplement que vous ayez fait l'honneur de votre participation et de votre écoute attentive. On arrive au terme du temps qui était prévu pour cette conférence, donc voilà. Sauf si une personne souhaite absolument prendre la parole pour rajouter un aspect qui aurait été oublié. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse simplement voilà, rester en lien. Il y aura un petit questionnaire qui sera envoyé aux participants, aux participantes, qu'on puisse connaître je l'ai mis dans le clavardage, puis il va aussi vous être envoyé. Merci Nancy. Voilà, donc surtout, remplissez ce questionnaire avant de partir pour nous permettre de savoir ce que vous retenez de cette conférence et voilà, vos envies pour la suite. Qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent d'organiser pour la suite, afin qu'on puisse, voilà, lors de notre réunion un petit peu de bilan, nous organiser pour trouver les meilleurs moyens de continuer. Merci Jean-Marc. Et peut-être comme deux affaires, un autre petit mot de la fin, puis je vais faire un appel à tous et toutes. Donc, ben, c'est ça, merci encore au nom du comité organisateur, tout le monde qui a participé aujourd'hui. Je pense qu'à la fois des réflexions, des échanges sur les pratiques, effectivement, c'est indispensable, comme disait Jean-Marc, et pour s'assurer que nos pratiques contribuent, continuent à contribuer et être renforcées pour la transformation sociale, la co-construction de monde meilleur que nous souhaitons tous et toutes. Et ça va être intéressant de voir les suites qu'on va pouvoir donner. Et juste vous rassurer qu'à la fois la rencontre a été enregistrée et va être disponible pour visionnement sur YouTube ou autres plateformes. Et on va aussi garder l'intégralité du clavardage. Donc, il y a quelques questions peut-être qui ont été posées qui pourraient être prises aussi dans les suites. Et ce que je vous inviterai, c'est que peut-être à la fin, pour voir, on est quand même 73 qui sommes là en ce moment, peut-être vous inviter tout le monde à ouvrir les micros et ouvrir les caméras. Et on pourrait se saluer donc avant la fin et se souhaiter bonne chance dans la poursuite de nos luttes et de notre co-construction, comme je dis, d'un monde meilleur. Alors, merci tout le monde. Tu prends des risques en demandant qu'on ouvre tous les micros. Non, mais c'est une salutation chaotique de la fin. Ce n'est pas des prises de parole politiques, c'est juste pour dire bye-bye, merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous, merci pour la conférence. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, bye. Merci, bye bye. À très bientôt.